À Nancy, le jeudi 26 août 2021, au centre des congrès Prouvé, organisé par la coopérative Wellcop, se sont tenus les défis de la santé, 4 conférences table ronde animées par le journaliste Ariel Wiesman et le directeur de la communication de la coopérative Wellcop, Olivier Morlot. L'enjeu de cette journée, comprendre et agir pour penser la santé autrement. La première conférence avait pour thème Activité cérébrale et physique, le duo gagnant. Rencontre au sommet entre une espoir olympique, un champion du monde et un spécialiste des neurosciences. Bienvenue au défi de la santé 2021. Elle est championne de paratennis cette année, en 2021. Elle va tenter de décrocher l'or aux Paralympiques de Paris 2024. Elle donne maintenant des conférences parce que sa trajectoire est quand même plus que singulière. Il est recordman du monde du 50 km marche athlétique en 3h32 pour les connaisseurs. Il est triple champion d'Europe. Il a été couronné champion du monde en 2017, si je ne dis pas de bêtises, à Londres. Vous l'aurez reconnu. Enfin, il est consultant en neuro-leadership et neuromanagement. Il est auteur conférencier et coach. Il intervient un petit peu partout, en France, même à l'étranger, auprès de grands groupes privés et publics, des ministères, des organisations internationales, des PME, des associations, des grandes écoles. Il a publié nombreux ouvrages, je vais vous en citer un. 24 heures dans le cerveau de votre enfant, par exemple. Allez, un deuxième. Le pouvoir rend-il fou? Alors, ce qui est intéressant quand je l'ai rencontré, c'est qu'il était sur de nombreux théâtres de guerre et il a côtoyé donc la mort de très près et ça l'a incité à explorer encore un peu plus tout ce qui se passe sous la boîte crânienne. Je vous demande de bien vouloir accueillir Pauline Déroulède, Johan Diniz et Erwan Devez. Bonjour, ravi de vous accueillir avec Ariel. Ravi aussi d'être là. Ravi. Bonjour à tous. Bonjour. On va parler activité sportive, on va parler activité cérébrale. L'actualité m'oblige, Johan, à commencer par toi. Tu sais que tu m'as fait coucher à 2h30 du matin. Ah, ça arrive, hein, j'en ai fait coucher beaucoup à 2h30 du matin. Alors, Et pas qu'au sport, hein, tu sais. Hein. Heureusement. ouais, mais ça, je ne veux pas rentrer dans ta vie privée. Mais par rapport à Tokyo, quand même, ça serait dommage de retenir que ça, mais on va quand même l'évoquer. Parce que je crois qu'il faut que vous vous rendiez à l'évidence, mais Johan, c'est un athlète hors du commun. Parce que déjà, sa discipline, elle est hors du commun. Déjà, quand vous avez... Moi, hier, j'ai marché 10 km dans les rues de Nancy, j'en avais plein les bottes. J'ose à peine imaginer 50 km avec un rythme comme ils sont capables de le soutenir, je crois 14 km/h en moyenne. Oui, c'est ça. Hein. Donc, il a un palmarès extraordinaire. Mais c'est vrai qu'on doit évoquer un petit peu Tokyo, parce que c'est le seul truc qui va te manquer dans ta carrière. C'est une breloque. Qu'est-ce qui s'est passé à Tokyo, Johan? Qu'est-ce qui s'est passé? 50 km, ça ne se fait pas tout seul. Ouais. J'ai eu quelques petits problèmes, on va dire, avec d'intendance, de gestion pendant la course au niveau de mes ravitaillements, au niveau en fait, voilà, de tout le protocole qu'on avait décidé un peu de mettre en place par rapport à la chaleur, à l'humidité. Ça ne s'est pas bien passé en fait le bon jour, donc ça c'est un peu dommage. Tu aurais dû m'appeler, je serais venu te chercher Bah en ouais, bagnole. malheureusement, ouais, j'attendais beaucoup plus de soutien de la part de mon équipe technique avec qui j'ai travaillé pendant 4 ans là, sur l'Olympiade. C'est ça qui est incroyable, parce que pour en avoir discuté avec des amis, même avec, je pense à Didier Pitlet, personne n'a évoqué un seul moment cette hypothèse comme quoi, si tu avais abandonné, c'est parce qu'il y avait un problème au niveau du collectif. Parce que moi, je suis complètement béotien, mais pour moi, la marche, c'était vraiment pas un sport collectif. Donc, et là, ce que tu évoques, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est le collectif qui n'a pas fonctionné. Parce que, je voudrais quand même préciser pour ceux qui auraient regardé la course, ou ceux qui ne l'auraient pas regardé, tu démarres, tu fais une pause, d'accord?
tu te fais prendre 2 minutes 23 et tu reviens, mais comme une fleur, facilement. Bon, mais ça, après, moi, j'aime bien mettre un peu de suspense dans mes courses. Ça passe ou ça casse, malheureusement, ça a tout le temps été un peu comme ça. Ouais. Moi, je reste pas là-dessus, je reste sur 17 ans de carrière de haut niveau, des hauts, Bravo. des bas, des sûr. rencontres, Exactement. des belles choses. Bien sûr, Et puis voilà, maintenant, il faut tourner la page. Voilà. bien sûr. Alors, cette épreuve des 50 km, elle va être malheureusement supprimée. Est-ce qu'elle n'est pas supprimée parce que c'est un peu quelque chose aussi de surhumain? Marcher pour Mais 50 après, km. c'est surhumain, mais après, c'est beau aussi parce que ça fait partie du dépassement de soi. Actuellement, on y est un petit peu moins qu'avant. Les sports individuels n'ont pas été à la hauteur sur ces Jeux Olympiques, hein, clairement. Surtout l'athlète. L'athlé, la natation, le vélo, enfin voilà, vraiment tous les sports individuels, en gros, hormis le judo. Et ça repasse aussi par un système. Et l'escrime. À l'éducation. L'éducation, on n'apprend plus à courir, on n'apprend plus à sauter, on n'apprend plus à lancer, et qui sont les bases en fait après de tous les sports. Evan Fournier en a beaucoup parlé derrière, justement, où il a dit voilà, c'est au rôle également de l'éducation de repartir si on veut recréer des médailles et puis refaire rêver des gens sur les sports également individuels. Ça repasse également par une éducation et puis une éducation aussi du dépassement de soi qu'on a également un petit peu perdu parce qu'on essaye d'être de plus en plus assisté partout et c'est important aussi de se dépasser, de réaliser des objectifs, de se créer des objectifs, de réaliser, de tout mettre en œuvre pour y arriver. Après, ça fonctionne pas, mais au moins, on a essayé de tout mettre en œuvre pour y arriver. J'ai entendu l'interview de ta compagne, Céline, quelque part, elle était rassurée. Elle dit, il nous revient en bonne santé. C'est-à-dire que ton épreuve est tellement, tellement difficile qu'à un moment donné, le dépassement de soi, est-ce qu'il y a encore dépassement de soi quand le danger peut être au rendez-vous? Oui, bien sûr. Mais là, de toute façon, moi, c'est ce qui s'est passé là à Tokyo. Hein, quand j'ai décroché psychologiquement, j'avais vécu Rio 2016 avec des images qui étaient pas terribles. Hein, au niveau télégénique, on a déjà fait mieux. Il faut peut-être rappeler, parce que notre auditoire ne sait pas forcément ce qui s'est passé. Donc j'ai terminé 7e, je suis allé au bout du bout, et je me suis évanoui, j'ai été après hospitalisé pendant plus d'une semaine, j'ai failli perdre un rein, j'ai mis mes organes en danger, et ainsi de suite. Donc voilà, j'ai pensé à ça, et puis voilà, je me suis dit que les Jeux n'en valaient pas la chandelle. Alors maintenant, ça sera un 20 km marche, c'est ça, mixte? Maintenant, ça sera un 20 km marche aux Jeux Olympiques, donc qui existe déjà, plus une épreuve mixte qui doit être votée au mois de décembre. Donc a priori, ça sera un marathon en relais. Tu vas prodiguer tes conseils avec ton expertise, tu vas garder un pied, si j'ose dire, une basket dans le monde de la marche avec les jeunes? Oui, bien sûr. Enfin, je vais être là pour transmettre le témoin. Ton savoir. Voilà, et puis après les accompagner quand il faudra sur des événements, sur des stages, sur des compétitions. Mais bon, dans un premier temps, là, j'ai déjà besoin un petit peu de souffler avec le sport de haut niveau, parce que ça prend beaucoup de temps, ça demande beaucoup de choses également. Donc là, je vais un peu souffler. Et puis après, bien sûr, on a les Jeux là, de Paris en 2024 qui arrivent. Rapidement, donc rebondir après sur Paris 2024, sur l'organisation. Tu vas jouer un rôle dans le cadre de Paris 2024? Oui, plutôt moi sur la labellisation des terres de jeu, en fait, donc des villes qui pourront faire des événements et accueillir des délégations pour les Jeux Olympiques à Paris, donc en 2024. Et puis également un autre projet, plus sur de l'inclusion, sur de la création d'emplois. Dans le secteur plutôt du textile et ainsi de suite, en fait, donc pour un partenaire majeur qui sera sur les Jeux Olympiques et qui va essayer de créer beaucoup de textiles en France, en fait. Donc on va être vraiment sur un projet local sur le nord de la France et puis sur la Seine-Saint-Denis qui sera aussi un bastion des Jeux Olympiques et puis un gros bastion ouvrier. C'est encore indiscret de demander le nom du fabricant, non? Non, pas du tout. Non, ça va être pour Decathlon. Donc Decathlon a eu le partenariat pour équiper les bénévoles et les volontaires sur les Jeux Olympiques. Donc ils avaient déjà une volonté de reproduire, on va dire, en France, un maximum de textiles en France. Donc là, ça s'accélère avec les Jeux, avec Paris en 2024. Donc on va essayer de produire entre 30 et 35% de la production textile sur la France. Donc je sais qu'il y a les Vosges aussi qui sont concernés par ce projet, parce que
la filière, on va dire, du textile, elle a été également dans les Vosges. Vieille histoire. Une vieille histoire, donc dans les Vosges, dans le Nord. Et puis pouvoir aussi l'amener sur la Seine-Saint-Denis, c'est aussi une belle chose également, parce qu'il faut pouvoir laisser un héritage. Donc c'est ça également, quand on parle de l'héritage, c'est pas que l'héritage sportif, mais c'est aussi l'héritage que va laisser les Jeux, justement, sur un département comme la Seine-Saint-Denis, où on a besoin de recréer un vrai élan et une vraie dynamique. Et ça, pour moi, c'est vraiment le projet qui me tenait à cœur, quoi, l'inclusion, la dynamique et puis cet héritage, quoi. J'ai toujours cette fibre un petit peu très sociale. Il faudrait que tu sois à fond la forme. Hein. Toujours. Très bien. Bon. Alors, on va refermer cette page olympique. On a coutume de dire, on le dit souvent, hein, faites du sport, c'est bon pour la santé. C'est devenu une espèce de rengaine. On ne sait pas trop pourquoi c'est bon pour la santé. On a l'impression de s'épuiser, on a l'impression de transpirer, on sue, mais on nous dit c'est bon pour la santé. Moi, je voudrais que tu m'expliques pourquoi le sport, c'est bienfaiteur pour la santé. Le sport, c'est bon pour la santé, ça dépend comment il est pratiqué. S'il est pratiqué de manière plus qu'intensive, donc de très haut niveau, c'est pas forcément tout le temps très bon pour la santé. Après, moi, je parlerais plutôt de pratique physique. Voilà, une activité physique, pratiquer une activité physique, pour moi, elle est essentielle, rien que pour faire fonctionner son corps, lutter contre les maladies liées à la sédentarité, et puis également, après Erwan en parlera, mais également sur l'aspect psychique, pouvoir s'aérer l'esprit, pouvoir réfléchir, débrancher un petit peu son cerveau, ça fait du bien, donc je pense que ça va de pair. Peut-être un mot là-dessus. C'est vrai qu'on a coutume de penser, évidemment, que le sport est bon pour le corps. Mais on pense moins facilement que le sport, en fait, va renforcer votre cerveau. Parce que quand vous faites du sport, vous allez oxygéner votre cerveau, vous allez mieux le nourrir. Donc vous allez permettre à vos petits neurones de mieux se connecter. Vous allez aussi favoriser la création de nouveaux neurones, ce qu'on appelle la neurogénèse. Donc le sport est absolument central dans la vitalité neuronale et donc dans la vitalité de votre cerveau, dans votre gestion du stress, etc. Donc ce n'est pas optionnel. Quand je vois qu'encore en France aujourd'hui, nos petits font 1 à 2 heures de sport par semaine, c'est absurde. C'est absurde. Il faudrait faire le même temps par jour. Et en termes de santé publique, je peux vous dire qu'on aurait des effets tout à fait intéressants. Donc ce n'est pas accessoire. Il faut reprendre tout cela au sérieux et il faut arrêter aussi de déléguer. Vous savez, on a tous tendance, et moi le premier, je ne vais pas vous faire la leçon, on a tous tendance à se dire, bon, le cerveau, c'est trop compliqué, moi, tant que ça marche, je joue, et puis malheureusement, quand on a un AVC, quand on a un pépin, etc., eh bien, c'est un peu tard. Et là encore, on délègue, parce qu'on va déléguer à son neurologue. Et un mot sur mon expérience personnelle. Moi, il y a 10 ans, j'ai fait une lésion cérébrale à la suite d'une opération qui a été un désastre. Et d'une heure sur l'autre, je me suis retrouvé dans une situation où je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus travailler, évidemment, conduire, et pire que tout, je ne pouvais plus jouer avec mes enfants. Et à partir de ce moment-là, la première chose que j'ai demandé à mes soignants, je leur ai dit, écoutez, il faut m'expliquer. Il faut que j'arrive à comprendre pourquoi je ne peux plus faire tout cela. Parce que si je ne comprends pas, je ne pourrai pas me mettre dans l'action en bon résilient. Et pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est tout simplement pour vous dire, ne soyez pas aussi idiot que moi. C'est-à-dire, n'attendez pas le pépin pour agir. La prévention est le mot-clé et réappropriez-vous votre cerveau. Ce n'est pas l'affaire uniquement des personnels médicaux, c'est avant tout votre affaire. Peut-être c'est un peu poil à gratter, mais si le cerveau et le corps sont si liés, pourquoi les sportifs et les intellos ne sont pas forcément les mêmes? Oh, c'est pas gentil. C'est vrai que tout d'un coup me vient des contre-exemples en tête que je ne nommerai pas, mais effectivement, pour revenir à un point central de la question, vous savez, il y a des interactions permanentes entre le cerveau et le corps, évidemment, entre tout ce qui est sensoriel et le traitement que le cerveau va en faire et les réponses qu'il va apporter. Et cela, c'est en partie conscient, mais en très large partie inconscient. Vous savez, 90% de l'activité de votre cerveau est d'ordre non conscient. Donc, la totalité, la quasi-totalité.
Et il est extrêmement important d'avoir cela en tête parce que, il y a encore quelques années, on se disait, oui, bon, bah, de toute façon, les 90% non conscients, on n'a pas la main. Donc, on ne peut pas agir dessus, on n'a rien à faire dessus. C'est faux, c'est faux. Vous faites de la mindfulness, de la méditation, de la cohérence cardiaque, vous allez agir justement en particulier sur ce système nerveux autonome. Vous savez, ce fameux système qui échappe à votre contrôle pour la respiration, pour le cardiaque, pour la transpiration, etc., pour la digestion. Eh bien, en faisant ces exercices, notamment de méditation, vous allez agir sur ce système nerveux autonome, en particulier sur le système orthosympathique, c'est l'accélérateur, c'est celui qui nous stresse. Alors le stress, ça peut être très bien si c'est modéré sur le court terme, ça donne de l'énergie, le corps va envoyer une charge énergétique immense, mais en revanche, si votre stress, c'est 365 jours par an sur des niveaux très élevés, eh bien, le cortisol va finir par attaquer vos cellules et le corps de vos cellules. Et donc là, ça devient catastrophique. Donc tout ça pour dire que dans notre vie au quotidien, nous avons bien plus la main que nous le pensons, en fait, sur ces actions et sur ces activités cérébrales conscientes et même inconscientes. Donc il ne faut pas s'en priver. Et c'est très drôle de rentrer dans cette aventure. C'est très ludique de commencer à se comprendre, de commencer à mieux comprendre les autres. On comprend, vous savez, déjà la première des choses, c'est qu'on fait moins d'erreurs. Et quand on fait moins d'erreurs, on gagne beaucoup de temps et d'énergie et de paix intérieure. La deuxième chose, c'est que quand on fait des erreurs, on comprend un peu mieux pourquoi on a fait des erreurs. Et du coup, on a un petit peu plus de compassion envers soi-même et ça ne fait pas de mal. Et on subit moins. Parce que derrière tout cela, le seul intérêt de prendre soin de son cerveau, c'est de reprendre un petit peu le contrôle sur tous ces mécanismes et d'arrêter de subir et parfois de se subir. Alors, les bienfaits de la santé, c'est une telle réalité que l'État français, maintenant, à travers nos médecins, prescrivent donc du sport. Et pour en parler, je vais demander à Erwan Salk, directeur du pôle innovation et solutions patients de la division e-santé de Pharmagest, de me rejoindre. Déjà, bonjour à tous. Un tout petit rappel, depuis quelques années, en fait, dans la prise en charge des pathologies chroniques, on a développé ce qu'on appelle des parcours d'éducation thérapeutique, c'est-à-dire qu'un patient est suivi par plusieurs professionnels dans le cadre d'un parcours qui est défini au démarrage, où il va passer entre les mains de kinés, de nutritionnistes. Et depuis en fait, le 1er janvier 2017, le sport peut être prescrit sur ordonnance dans le cadre des affections longue durée. Alors peut-être que certains ici en bénéficient, mais ça représente environ 11 millions de personnes concernées par le sport sur ordonnance. Donc le principe, c'est que le médecin généraliste du patient définit des objectifs. Alors dans le cadre du traitement de l'obésité, ça peut être une perte de poids. Il y a quelque chose de très important qui a été dit tout à l'heure, c'est que le sport ne doit pas se faire n'importe comment. Et quand quelqu'un souffre d'une affection longue durée, est fragile physiquement et doit reprendre une activité physique, il ne peut pas le faire n'importe comment. Il y a quelques années, le médecin disait vous n'avez qu'à courir, vous n'avez qu'à marcher. Non, aujourd'hui, on définit des objectifs et il y a un accompagnement qui est fait avec des coachs. Alors, ça peut être fait dans des salles de sport, des maisons de sport et santé ou chez des kinés. Merci, Erwan, pour ces explications. Tu peux rester avec nous, bien évidemment. Alors, nous, en tant que citoyens de la santé et du bien-être, à la coopérative Wellcop, on promeut la marche à travers notre applicatif Pandalam Ma Santé. C'est un applicatif, je le dis parce que vous ne le connaissez pas forcément, pratico-pratique pour madame, monsieur, tout le monde. C'est comment suivre sa santé facilement, comment trouver une pharmacie, comment envoyer une ordonnance à son pharmacien préféré, comment donc communiquer avec certains professionnels de santé. Et on a monté avec Johan une opération qui s'appelle « Je marche avec Johan ». Donc je vous propose de revoir en images l'opération « Je marche avec Johan » qui est prolongée jusqu'à la fin de l'année. Et après, on parle avec Pauline quand même aussi. Bien sûr, bien sûr. J'ai vécu des défaites. J'ai savouré des victoires. J'ai marché vite pour moi. J'ai tenu longtemps pour les autres. Il arrive ce moment où chaque pas de plus est un véritable exploit. Effectuer ce simple geste devient un combat. J'ai répété ce mouvement des millions de fois. Mais aujourd'hui, c'est différent. Mes pas ne suffisent plus. J'ai besoin de vous. Pour réussir un nouveau challenge, transformer nos pas en dons. Ensemble, collectons de l'argent pour des associations. En téléchargeant gratuitement l'application, chaque jour, vos pas seront comptabilisés. Les raisons de marcher ne manquent pas. C'est bon pour la santé. C'est bon pour la planète. Alors, on commence quand ?
Voilà. Merci, Johan. Je vous incite à continuer à marcher. On a besoin de vous jusqu'à la fin de l'année. Pauline, avant que je te passe la parole, non, tu voulais intervenir, Ariel. Non, je t'en prie. Je voulais simplement faire venir sur scène Christine Vigneron, qui est la directrice générale du laboratoire Marque Verte, parce que quand on parle sport, je vais faire ce petit clin d'œil quand même, nous avons des gammes de produits qui sont dédiés à vous, amis sportifs. Donc, je vous demande de bien vouloir accueillir Christine Vigneron. Bonjour Christine. Bonjour Olivier. Alors, on va parler sport avec toi, hein, parce que le sportif, lui aussi, il a des préoccupations. Il a des préoccupations avant de se livrer à son combat, son parcours, et il a des préoccupations après, les échauffements, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors nous, au labo, on a contribué à la préparation physique. Donc en fait, c'est une gamme de produits qui s'appelle Actikiné, en fait, qui contribue à la préparation musculaire avant l'effort, et puis une réparation après l'effort, notamment quand on a fait, j'imagine, 50 km de marche. Un peu de récupération, ça doit faire du bien. Merci beaucoup, Christine. Avec plaisir. Je vous propose cette vidéo de Pauline. Vous allez mieux la connaître. Vous allez voir, c'est très émouvant. Pauline. Je suis plutôt de nature émotive, si tu veux. Je crois que je le verrai 30 fois, ton film. Je crois que je pleurerai 30 fois. Bon, je crois que le film relate bien un petit peu l'avant Pauline et l'après Pauline. J'ai une question, je ne comptais pas te la poser, celle-là, mais ce qui m'interpelle, c'est comment tu as eu l'idée de filmer ces séquences, parce qu'on a l'impression que tu avais déjà prévu de faire cette vidéo pendant. J'appelle ça l'envers du décor. Et c'est ce que j'ai vécu et c'est ce qui me fait me tenir debout devant vous. Et j'insiste sur le debout. Et on a parlé de la marche. Et je vous parlerai de ma première marche, à nouveau, mes premiers pas, dont on n'est pas censé se souvenir normalement. Et moi, effectivement, j'ai tout filmé. Et ça, c'est qu'un panel de tout ce que j'ai pu filmer. Les bons, les mauvais moments, les pires moments, les moments les plus heureux aussi. Parce que c'était pour moi un exutoire. Je viens du monde de la télé, je travaillais dans le domaine audiovisuel avant l'accident que j'ai eu il y a 3 ans. Et par des formations professionnelles, je ne sais pas, j'avais besoin de filmer tout ce qui se passait, quand j'en avais la force, bien sûr, mais plus comme un journal de bord, pour ne pas oublier, et parce que j'avais la force de faire que ça, en fait. Je ne pouvais pas écrire, je ne pouvais pas chanter, je ne pouvais pas faire autre chose, donc... Voilà, j'ai filmé et voilà, c'est vrai que je tenais à vous montrer ces quelques images parce que c'est une dualité qui encore aujourd'hui m'habite, c'est cette espèce de... Je suis dans l'instant présent, je me suis relevée, mais il y a des phases évidemment de grande nostalgie avec celle que j'étais avant. Pour autant, je n'ai pas changé radicalement, mais c'est vrai que j'ai été marquée par
par un drame et je faisais partie des gens qui pensaient que ça n'arrivait qu'aux autres, vraiment, sincèrement. Je disais que ça n'arrivait qu'aux autres. Et j'ai été au mauvais endroit au mauvais moment, puisque fin 2018, alors que j'étais sur le trottoir, je me suis fait faucher par un conducteur qui a perdu le contrôle de sa voiture. Il avait plus de 90 ans et il était vraisemblablement plus capable de conduire. Et malheureusement, on était 3 sur le trottoir et on a été fauchés tous les 3. Jérémy, qui a fait 6 mois de coma et qui aujourd'hui ne sera plus jamais le même. Daphné, qui a eu les jambes très 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 abîmées et son défi dans la vie sera de marcher plus de 5 minutes sans une canne. Et moi, qui ai perdu ma jambe sur le coup, mais qui ai dû me relever après beaucoup de douleurs, évidemment, 4 mois très compliqués. Mais en même temps, moi j'avais un bagage de sportive depuis toujours. Erwan disait qu'il y avait des addicts au sport, je pense que j'en faisais partie, minimum 2 heures de sport par jour. Et toujours est-il que voilà, j'avais cette culture du sport qui m'a sauvée. Hein. Le sport, moi, m'a clairement sauvée. Et quelques heures après mon accident, en salle de réveil, j'étais entourée de mes proches. Et je sais pas, peut-être un peu trop shootée par la morphine, je leur ai dit que je voulais faire les Jeux paralympiques à Paris en 2024. Voilà, j'avais, je pense, besoin de les rassurer et de leur dire « vous inquiétez pas, je suis toujours la même et je vais aller encore plus loin ». Et il y a ces Jeux à Paris dont, voilà, dont quand on avait appris, en tout cas quand j'avais appris la nomination, en tant que spectatrice, j'étais heureuse de pouvoir vivre ça dans ma ville. Et là, je pense que ça allait très très vite dans ma tête. Après ce qui m'est arrivé, je me suis dit, bah voilà, je vais transformer ce drame en quelque chose d'autre. Et ça a été mon objectif, un objectif fixé dès le départ. 4 mois après, j'ai pu remarcher grâce à l'aide d'une prothèse. Et c'est vrai que la marche, c'est inné. On ne se souvient pas de la première fois où on a marché. Et moi, j'ai dû tout réapprendre. J'ai dû réapprendre l'équilibre. J'ai dû apprendre à passer le pas. Et c'est toute la technique de la marche. Alors, c'est pas la même marche que toi, Johan, mais c'en est une autre. En plus, il faut arriver à dompter la prothèse. Pour ceux qui en ont jamais vu, j'ai l'habitude de montrer pour que tout le monde comprenne. Moi, j'ai un genou électronique, en fait. J'ai perdu mon genou et ma jambe a été coupée là. Et du coup, j'ai ce genou très performant qui me permet, malgré tout, de faire plein de choses, de nager, de trottiner, de porter des grosses barres, de parfois jouer au tennis debout. Et voilà, et sur les dernières images aussi, maintenant la technologie des prothèses nous permet de aussi avoir un matériel pour skier. Et ça, c'était très important pour moi de skier. J'en étais malade quand j'étais à l'hôpital quelques mois après l'accident, de rater une saison de ski, alors qu'il y avait bien d'autres choses plus importantes à ce moment-là, notamment des infections dans lesquelles j'étais, etc. Mais non, moi, je voulais skier. Et je me suis fait la promesse 1 an plus tard de retourner sur les pistes. Et voilà, j'y suis arrivée parce que ça me tenait à cœur, mais je peux vous garantir que c'était pas gagné. Et donc, une fois que cette rééducation s'est entamée, j'ai eu la chance d'être à l'hôpital militaire de Percy. Et c'est vrai que, portée par cet environnement militaire, j'ai réussi à tenir le choc. Je leur dois beaucoup à ces combattants. Moi, j'étais la seule civile en rééducation et ils m'ont vraiment appris beaucoup de valeurs, de combativité, de résilience. Et après 4 mois de rééducation, au total, j'ai passé 8 mois dans cet hôpital, à la maison, comme je disais. J'ai démarré mon projet sportif, puisque j'avais dit que je voulais faire les Jeux paralympiques à Paris en 2024. Encore faut-il s'y mettre. Et j'ai participé, j'ai postulé à un programme de détection qui s'appelle La Relève. C'est vrai qu'aujourd'hui, en France, avec les Jeux qui arrivent, on a des comités qui mettent en œuvre des programmes de détection pour vraiment dénicher des espoirs, des talents du sport. Et voilà, j'ai été prise dans ce programme et j'ai découvert le tennis fauteuil. Et c'était pas gagné parce que je peux vous dire que je faisais partie des gens avec beaucoup d'a priori sur le handicap et sur l'image du fauteuil roulant, notamment. Et moi, ancienne joueuse de tennis valide, debout, c'était très compliqué de me dire que j'allais faire mon sport dans un fauteuil. Donc ça a été un long chemin. Ça a été une rencontre, notamment celle de Stéphane Houdet, qui est un grand champion français de tennis fauteuil, et qui a le même profil que moi, c'est-à-dire qu'il a une prothèse, il marche dans la vie, et puis quand il joue au tennis, il est dans son fauteuil. Et pour moi, c'était très important d'avoir cette image-là, c'est-à-dire ok, je joue au tennis en fauteuil,
Mais pour autant, ça ne me dispense pas d'être debout dans la vraie vie. Et voilà, moi j'essaye, il se trouve que je suis toujours debout parce que je sais que je suis très privilégiée de pouvoir être debout. Et ce que j'ai appris en rééducation, notamment à l'hôpital, en voyant ces blessés de guerre qui m'entouraient, c'est qu'il y a toujours pire que soi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai ancré en moi. Et dès qu'il y a une petite baisse de morale, j'essaie de me le redire, d'y penser. Et après, je vais arrêter de parler parce que là, j'ai fait un petit monologue, c'était pas prévu. Ah ben. Juste vous dire que... Merci. Mais tu progresses très très vite parce que tu es déjà championne de France de paratennis. Donc tu perds pas de temps. Ouais, ben, du coup, je me suis mise au tennis fauteuil il y a 2 ans. Changement de vie total, vie de sportif de haut niveau. Et c'est vrai que, encore une fois, le sport, il sauve. Il sauve. J'ai un objectif très ambitieux, évidemment, celui d'aller aux Jeux paralympiques. Mais c'est devenu ma vie. Et ça fait partie de mes missions. C'est une mission que je dois accomplir. Il y en a d'autres, notamment celle d'un projet de loi que je défends maintenant depuis l'accident que j'ai eu. Puisqu'après mon accident, quand j'ai connu les circonstances de l'accident, l'âge du conducteur, l'aptitude qu'il n'avait plus, je me suis dit que c'était quand même dingue en France, un pays qui est autant engagé dans la sécurité routière, de se dire que le permis est délivré de manière illimitée, sans aucun contrôle au cours de la vie, alors qu'on sait que on n'est pas tous égaux sur ce plan-là, mais au fil du temps, on en a parlé, des maladies dégénératives. L'âge peut être aussi un facteur qui altère la conduite. Et je me suis dit que c'était quand même assez dingue qu'il n'y a rien, alors que dans les autres pays européens, il existe effectivement une loi qui permet de faire repasser des tests d'aptitude à la conduite à partir d'un certain âge. Et depuis, avec le gouvernement, on travaille sur des solutions pour pouvoir mettre en place effectivement ces tests d'aptitude à la conduite pour tous les conducteurs, pas uniquement les seniors, mais voilà, pour essayer d'avoir un filtre pour éviter des drames qui pourraient être évités. Et donc c'est un combat qu'on mène avec la sécurité routière. Compliqué car il faut trouver des solutions alternatives de mobilité. Donc on essaye de mettre en place des solutions de mobilité alternatives. Il y a des projets qui sont en expérimentation, notamment des navettes de la part de la SNCF. Donc on verra le résultat dans 1 an, ce que ça donne. Mais voilà, c'est un autre de mes combats. Moi, ce qui me frappe dans ton récit, c'est que 3 ans, c'est si peu. C'est tellement peu. Comment on fait en 3 ans pour en arriver mentalement à l'état dans lequel tu es, qui est un état certes combatif depuis le début, depuis l'accident, mais aujourd'hui, on sent véritablement que tu es, et c'est vraiment pas une image superfétatoire, mais debout. 3 ans, c'est très peu. C'est vrai que quand on vit quelque chose de difficile, une épreuve, on a envie de savourer la vie. Et moi, encore une fois, j'arrête pas de le dire, hein, je mesure la chance que j'ai d'être là et j'essaye d'en profiter et surtout d'être utile pour les autres. Pour moi, c'est trop tard, mais j'aimerais que voilà, il y ait encore une fois des drames qui soient évités, des gens qui se mettent au sport, parce que pour moi, ça a été tellement un outil de reconstruction que c'est le message que j'ai envie de faire passer partout où je passe. Il y a des gens qui sont pressés de savourer la vie, et il y a des gens qui sont aussi pressés de savourer leur douleur d'une certaine manière. Je pense que tu me le confirmeras. D'une certaine manière, s'absorber dans le traumatisme, souvent, c'est une réaction légitime et on peut la comprendre. Et comment est-ce qu'on fait pour ne pas tomber là-dedans, justement ? On a un magnifique exemple de résilience. Vous savez, alors ce mot est galvaudé hein, peut-être depuis 1 an ou 2, mais la résilience, c'est quoi ? C'est la capacité de rebondir après un trauma, après une agonie psychique et de renaître à soi-même. Et on a cette résilience et on a aussi la croissance post-traumatique, c'est-à-dire comment on va cette fois-ci se servir de son trauma pour grandir, pour s'accomplir, pour faire des choses qui auraient été inimaginables. Et là, on revient, tu as cité ce matin, Ariel, Viktor Frankl, qui était le maître de la logothérapie, la thérapie par le sens. C'est-à-dire, Viktor Frankl, en 2 mots, il est le seul rescapé de sa famille des camps de concentration. Il est revenu à la vie civile, il a dit, il faut que je comprenne, il faut que je donne un sens à cette horreur absolue pour pouvoir m'en sortir.
Et là, on est en plein dedans, c'est-à-dire que, soyez attentifs à la sémantique, Pauline parlait de mission, c'est le mot juste, c'est-à-dire qu'elle va redonner du sens à sa vie, elle va renaître à elle-même, et en ayant cette obsession d'être utile. Et c'est ça qui est magnifique, c'est votre point commun d'ailleurs à tous les deux. La transmission, l'utilité, l'humilité, le travail, toutes ces valeurs qui sont aussi fondamentales de l'être humain. Donc c'est un merveilleux exemple, mais souvent, et parfois dans les médias un petit peu par facilité, les résilients sont présentés comme des super-héros. Et moi je m'oppose à cette vision pour deux raisons. La première, c'est parce que ce n'est pas vrai. Vous savez, un parcours de résilience, ce n'est pas un parcours linéaire. C'est un parcours comme ça, avec des rechutes. Les rechutes font partie intégrante du processus de résilience, qui est un processus dynamique. Et l'autre raison qui est encore plus importante, c'est que si on dit que les résilients sont des super-héros, ça veut dire qu'on laisse sur le quai de la gare 99% de la population. Ça veut dire que si vous, demain, il vous arrive un trauma important, vous direz « Ah bah ouais, mais moi, je ne suis pas Pauline Desrouledes ». Nous sommes tous des résilients. Évidemment que nous allons enclencher ces processus à des vitesses différentes. Évidemment qu'il y a probablement des prédispositions génétiques couplées à de l'environnement, à de l'enfance, à un certain nombre de choses. C'est d'une complexité folle, la résilience. Ça explique pourquoi, d'ailleurs, au sein d'une même fratrie, parfois, des enfants qui ont vécu exactement les mêmes choses eh bien, se développent différemment. Mais il est absolument essentiel. Vous savez, je vais vous dire une chose. Pauline est une des jeunes femmes, une des femmes les plus extraordinaires que j'ai rencontrées dans ma vie. Mais de grâce, n'en faites pas une super-héros. C'est très important. Vous savez, je conclus là, les résilients, ils ont horreur de deux choses. Ils ont horreur de la compassion, parce qu'ils ne veulent pas être réduits à leur trauma. Mais ils n'aiment pas tellement non plus l'admiration, parce que parfois, il y a un décalage entre l'image qu'ils projettent et ce qu'ils sont. Donc, si vous voulez faire équipe avec un résilient, parlez-lui ou parlez-leur de projet, d'action, de qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Tiens, t'es comme ça, excellent, on essaie de comprendre le truc, super, allez hop, on est parti sur les JO 2024 et on va s'organiser. Et ça, c'est la meilleure des réponses, parce que derrière tout cela, il n'y a plus d'handicap. Il y a des projets, des défis, des accomplissements personnels, et là, ça devient magique. Alors, merci, Erwan. On a baptisé ce tableau activité cérébrale et physique, le duo gagnant. Est-ce que tu peux nous expliquer, Erwan, l'impact sur le cerveau de l'activité cérébrale et physique? Alors, on a, quand on arrive au monde, je vais faire très vite, hein, mais on a un capital neuronal, on a d'ailleurs des connexions dans tous les sens, hein, 0,3 ans, c'est le bouillonnement. Et puis ensuite, avec l'âge, effectivement, tout cela va avoir tendance un peu à se rigidifier. Alors, ce sera un peu moins profusion, mais ce sera plus efficace. Mais tout l'enjeu, et en particulier quand on arrive sur la deuxième partie de sa vie, tout l'enjeu, c'est d'essayer de freiner cette rigidification naturelle. Et pour cela, effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a tellement de choses à faire que vous pouvez avoir le luxe de choisir. Choisissez ce que vous kiffez. Parce que si vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, vous allez faire 3 semaines, et puis au bout de 3 semaines, vous allez arrêter. On ne transforme pas, on n'agit pas sur un cerveau 3 semaines, pendant 3 semaines. Le mot-clé, c'est la continuité, le travail, la constance. On peut faire beaucoup de choses avec ça, on peut le renforcer, on peut le faire progresser, mais il faut être constant. Alors le sport, évidemment, l'alimentation, la nature, le rapport à la nature. Par exemple, marcher au bord de la nature, c'est puissance 4. Parce qu'on marche et en plus on a ce contact avec la nature qui a une influence directe sur notre neurobiologie. Le rapport à l'autre, évidemment, très important, la méditation, etc., etc. Et puis, effectivement, de façon peut-être un petit peu moins prise au sérieux, mais les exercices cérébraux, c'est excellent, surtout quand vous arrivez à la dernière partie de votre vie, vous faites des petits sudoku, etc., eh bien, ou apprendre par cœur, par exemple, des textes. Pourquoi vous croyez que les acteurs, certains à 90 ans, sont encore sur les planches et ont leur cerveau aussi extraordinairement actif? Parce qu'ils utilisent
leur cerveau au quotidien, ils apprennent par cœur. Je veux dire, le mot-clé, en fait, et ce n'est pas une question d'âge, il faut que chacun de nous redevenions des apprenants permanents. Apprenez toute votre vie, mixez les apprentissages. Quand vous apprenez des choses un peu intello, après vous apprenez des choses manuelles. Et par ce mixage permanent, quand vous commencez à contrôler ou à être plutôt bon sur une matière, allez hop, vous passez à une autre. Et c'est le meilleur service que vous allez vous rendre, c'est le meilleur service que vous allez rendre à votre cerveau. Erwan, lorsque on externalise volontairement sa mémoire, volontairement ou par paresse, en se disant bah, de toute façon, j'ai qu'à faire Google et je saurai, lorsque on passe un certain temps dans une espèce d'état de flow comme ça, face à un smartphone, et lorsque finalement tout le monde autour de soi fonctionne comme ça, et ce que tu racontes est encore réaliste et pas désuet. Alors effectivement, la société, l'évolution de la société, notamment des nouvelles technologies, va avoir des impacts. C'est vrai que l'évolution de la société, sur certaines formes d'intelligence, va avoir un effet néfaste. Après, on peut compenser avec, évidemment, on peut compenser avec d'autres choses. Mais le mot-clé, je pense que c'est ne pas se laisser aller à la facilité. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours obligé de se référer à son smartphone pour faire toute la journée. On peut aussi de temps en temps un petit peu se déconnecter. Ça Il y a un frisson de culpabilité dans la salle. Mais en fait, vous savez, moi je plaide en fait pour un usage raisonné. Par exemple, les enfants, les nouvelles technos sont là. Il ne s'agit pas de jouer père fouettard, de dire non, les jeux vidéo, c'est terrible, c'est mauvais pour les enfants. Non, certains jeux vidéo sont intéressants pour certaines formes d'intelligence. Intelligence réflexe, intelligence spatiale, etc. Mais ce qu'il faut, c'est réussir à trouver un mix qui soit suffisamment ordonné. Mais pour cela, il ne faut pas leur faire la morale à nos enfants. Ils n'en ont rien à faire de notre morale. Ils n'en ont rien à faire. Il faut leur donner envie. Et leur donner envie de pratiquer du sport, par exemple, eh bien, ça passe aussi par l'exemplarité, ça passe par Johan, ça passe par Pauline, parce que là, ça les touche au plus profond, et là, ils se disent, eh ben, moi, j'ai aussi envie de lui ressembler, de faire comme elle. Et donc, c'est plutôt en ayant ce discours volontaire et positif qu'on arrivera à faire modifier les pratiques que plutôt dans les discours culpabilisants et plus ou moins moralisants. Merci. Ce qu'on va retenir, c'est faites du sport, pratiquez des activités cérébrales, c'est bon pour la santé. Pauline, on va tous te souhaiter ici, sans faire de toi une super-héros, en tout cas une super breloque pour Paris 2024. J'espère que vous serez tous là. Hein. On va venir sur Paris, on aura besoin de tout le monde. Voilà. Merci. Bravo, merci. En tout cas, va le chercher, ce titre, en 2024. Mais si tu ne l'obtiens pas, on t'aimera quand même. Merci, la pression. Bravo, merci beaucoup, merci. Pauline, merci. Erwan, Johan, Christine et Erwan. Merci. Pour la première fois, une cérémonie prestigieuse au Zénith de Nancy mettait à l'honneur les acteurs de la santé lors de la soirée Les Trophées de la Santé. Ravi de vous retrouver pour un événement ou en intensité ou en couleur ici au Zénith de Nancy. Les Trophées de la Santé. Le 26 août 2021, un jury d'experts, d'acteurs de la santé et de journalistes récompensait 7 startups et entreprises dans différentes catégories d'innovation dans le domaine de la santé. Le maître de cérémonie était Olivier Morlot, directeur de la communication de la coopérative Wellcop. Découvrons ensemble les lauréats des Trophées de la Santé. Catégorie Prévention Santé, Quit de Strasbourg. Très content, très flatté, très fier aussi d'avoir ce très joli prix de la santé et la prévention. Ça récompense quelques années de travail. Puis on espère que c'est que le premier prix d'une longue série. Catégorie Innovation et Intelligence Artificielle, iVirtual de Metz. On fait
tout ça tout simplement pour apporter un outil supplémentaire aux médecins pour toutes les plateformes de téléconsultation, mais ça va être aussi un outil pour les assurances qui proposent justement ces services de téléconsultation. Très heureux et vraiment surtout très fier d'avoir ce prix en main et de pouvoir représenter dignement notre entreprise. Catégorie alimentation et santé, Bioli de Vendeuvre-les-Nancy. Merci beaucoup, bravo, félicitations, applaudissements. Merci. On est heureux, alors un peu stressé toujours de parler en public, hein, évidemment, mais toujours très heureux de recevoir un prix. Hein. Ça récompense le travail de 10 années de recherche, puis d'entreprise, et surtout ça permet de féliciter, de récompenser le travail de nos équipes, hein, parce que c'est moi qui représente Bioli aujourd'hui, mais sans les équipes, je ne ferai pas grand-chose au final. Donc c'est vrai que ça fait toujours plaisir de recevoir un prix. Catégorie recherche et initiative médicale, hôpital virtuel de Lorraine de Vendeuvre-les-Nancy. À titre personnel, je ne suis que le représentant de l'institution qui est l'hôpital virtuel de Lorraine, qui est un ensemble de personnel médical, technique, qui sont très dévoués à cette très belle cause, hein, qui est l'enseignement de la médecine par simulation. Et moi, je ne suis que leur modeste représentant et en leur nom, je suis extrêmement content de recevoir ce prix qui est un encouragement et une reconnaissance et un encouragement pour continuer et développer cette très belle initiative. Catégorie santé et environnement, Plant Advanced Technology de Villers-les-Nancy. Nous pensons qu'on va révolutionner et le psoriasis bientôt et le marché de la nutraceutique avec la mémoire, avec une molécule tout à fait remarquable que nous sommes en train de développer. Catégorie santé connectée et échange de données, Noviatech, futur fleuron de la Silver Economy de Luxembourg. On a démarré en 2011, donc Noviatech a fêté ses 10 ans en avril. À l'époque, on ne parlait pas vraiment de Silver Economy, mais on a voulu se pencher sur ce domaine-là avec notre expertise du milieu de l'alarme et de dévier les capteurs d'alarme pour en faire un capteur de la vie et des personnes et de plutôt surveiller la vie d'une maison plutôt que l'absence de vie d'une maison. Et on est parti vraiment de ce constat-là et du manque d'efficacité du simple médaillon panique sur le marché. C'est très gratifiant de la part d'un jury expert, comme on l'a vu en début de séance, de nous gratifier 10 ans après la création de la société et sa mise sur le marché. C'est vraiment chouette en tant qu'entrepreneur et que citoyen de la coopérative Wellcome. On a l'impression de se revoir il y a quelques années et puis on a surtout la bonne surprise de découvrir des trucs beaucoup plus innovants que ce qu'on a fait. Donc c'est à la fois beaucoup d'enthousiasme et un peu d'humilité, ça fait pas de mal. Coup de cœur du jury, Calinessence de Metz. C'est extraordinaire, je crois que vraiment on peut l'applaudir. Il y a vraiment des idées originales. Vous savez pourquoi je suis très contente? C'est parce qu'il y a une reconnaissance que dans la santé, il y a les aspects soignants et puis il y a les aspects affectifs également qui comptent. Cette soirée fut aussi marquée par un don de 20 000 € à l'association Juste Humain, dirigée par Nathalie Nikoloff et parrainée par la présentatrice Valérie Benaïm et le chanteur Slimane. Offert par Wellcome Channel, le chèque fut remis par Thierry Chapuzot, le président du groupe Wellcome. Pour nous, pour la coopérative Wellcome, c'est vraiment important qu'on puisse soutenir des œuvres comme Juste Humain. L'humain est au cœur de notre entreprise, c'est ce qui nous motive tous. L'humain avec nos collaborateurs, nos équipes, mais on a une stratégie centrée sur le patient, c'est tous nos métiers. Alors comment ne pas soutenir Juste Humain qui agit pour les enfants à l'hôpital? Et je crois on est tous sensibles évidemment aux patients, mais quand ce sont des enfants, c'est encore une autre dimension. Cette soirée des trophées de la santé a été clôturée par l'orchestre Coffeeton qui a fait danser les heureux lauréats et les participants jusqu'au bout de la nuit. Donc bonjour, je suis Louise Djurkovic, j'ai 25 ans, je suis manager du pôle télévente au sein de Pharmagest depuis novembre 2020. Donc mon parcours, j'ai débuté ma carrière managériale il y a 2 ans dans le secteur du retail. Ce qui m'a attirée chez Pharmagest, c'est notamment le secteur de la santé. C'est vrai que pour moi, ça faisait plus sens dans mon projet professionnel. Et c'était également un beau challenge managérial pour moi de débuter dans un nouveau secteur.
Je suis passionnée de sport depuis toute petite puisque mon papa est un ancien joueur professionnel de volley-ball. Donc c'est un sport qui a rythmé toute mon enfance et mon adolescence. Grâce à Jeanne et Serge, j'ai pu m'identifier à Jeanne, toute petite sur les compétitions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui je n'ai plus le temps de pratiquer le volley-ball en compétition, mais je continue tout de même une activité physique pour mon équilibre et mon bien-être. Alors la télévente, c'est un nouveau service qui a été créé chez Pharmagest en septembre 2020, qui a pour but de vendre du coup des solutions complémentaires à nos pharmaciens. La force également de la télévente, c'est que nos commerciaux sédentaires travaillent également en étroite collaboration avec les commerciaux terrain pour pouvoir faire remonter également les besoins des clients plus rapidement. Alors un exemple de service qu'on commercialise au sein de la télévente, je pense notamment au réseau Officecure Fibre. Avec Officecure Fibre au sein de Pharmagest, nous sommes en capacité de lui fournir un réseau internet totalement sécurisé pour ses données de santé. Je parlerai de partage, de bienveillance et de discipline.